le monde. Une vidéo pour souligner que la chaîne elle a atteint 50 abonnés. Merci beaucoup. Il y en a peut-être qui ont remarqué sur les covers de guitare, dans la description, on voit pas c'est quoi l'ampli de guitare. C'est biffé. La première fois que j'avais parlé de ça, c'était un peu pas prévu. J'avais fait un studio tour, puis en filmant en dessous, où c'est que mon ampli est serré d'habitude, en dessous de mon bureau l'ordi. J'avais dit, je sais pas si vous voyez comme faut, là, mon ampli de guitare, puis en faisant le montage, je m'étais aperçu qu'on voyait absolument rien. Fait que là, j'ai dit, je vais faire une joke ici, je vais faire un reveal à 50 abonnés. Je vais dire Guitar Amp Reveal 50 abonnés, comme si ça avait été fait par exprès. C'est un hasard, c'est de là que ça est venu. Je ne le révélerai pas tant que je n'ai pas atteint 50 abonnés. Fait que là, on est rendu là. Voici mon ampli de guitare. Un PV Valve King 212. Avec deux speakers Valve King par PV. C'est les deux speakers qui venaient dans l'ampli que j'ai acheté usagé en 2015. Mais pour moi, l'ampli, c'est pas tellement que c'est un pied à lampe ou des speakers ci pis ça. C'est le Miracle Spade on the Turn. Ça commémore pour moi la première fois que j'ai gagné le 1500 GT sur Espace Jeu. C'est à tous les soirs à 23h, puis ça existe encore. À l'époque, en 2013, c'était en octobre 2013, la première fois que j'ai gagné. Ça coûtait 20$ plus 2 piastres de frais. Maintenant, ça coûte 22 plus 2, je pense. Là, je suis plus certain. 1500, ça veut dire qu'il y a une cagnotte garantie par le site de 1500$ qui va être divisée en l'ensemble des personnes qui ont franchi la bubble. Bon, là, c'est sûr qu'à partir de maintenant, il va y avoir des termes de poker, puis ça va être en bilingue. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas le meilleur joueur de poker, mais je ne suis pas le pire non plus. J'ai quand même regardé des vidéos, et puis ce pro-là, il disait qu'il y avait une des stratégies que je me suis toujours rappelé, puis que j'ai toujours appliqué. Ça n'a pas toujours marché. Dans ce cas-là, oui. C'est qu'une fois dans un tournoi multitable, comme le 1500 GT, où tu joues longtemps, une fois que tu as passé la bubble, il faut que tu risques pour finir premier. Ton but, c'est supposé de finir premier. Faut pas que tu joues chicken. Faut que tu fasses des calls un peu, limite. C'est des risques calculés. Pour essayer de finir premier. Puis c'est pas grave. Une fois que tu as passé la bubble, c'est pas grave si tu perds parce que la majorité de l'argent a été distribué à tout le monde. La récompense minimum est déjà distribuée à tous les joueurs qui ont passé la bubble. Puis après ça reste à disputer une infime partie de cet argent-là, dont le plus grosse part va aller aux gagnants. Donc, moi, j'ai suivi cette méthode-là. C'est rare que le monde le font. La plupart du monde dans ces tournois-là, même passer la bubble, ils sont tête, puis ils attendent d'avoir la grosse main, puis être sûr de gagner. Mais il faut que tu risques. Essayer de pogner ta straight, essayer de pogner la carte, tu sais. Et au pire, t'as perdu, tu sais. La raison pourquoi je m'en souviens, c'est parce qu'il y en a qui voulaient te proposer un tournament deal, puis là, on était rendu à la table finale, puis j'étais 7e sur 7 dans la position. J'étais rendu short stack, puis il me restait 15 big blind à titre, là. Puis là, il y en avait qui proposaient le tournament deal, puis moi, je votais non à chaque fois. Puis là, il y en a un qui était fatigant sur le chat, il n'arrêtait pas de nous inciter à ce qu'on dise oui. Puis là, j'ai dit non, I need a new amp. J'étais tanné de le voir gosser sur le chat à demander hey, là, comment on ferait tant d'argent à chacun, on aurait tant. Non. J'étais le 7e, puis tu vas même pas gagner. Il n'aurait pas dû dire ça. Est-ce qu'il n'aurait pas dû dire ça des fois? Puis peut-être une dizaine de mains plus tard, il est arrivé cette main-là. La main que je vais décrire, là, c'est pas la main c'est pas la dernière main du tournoi comme on voit qui est publicisée, tu sais. Dans les gros tournois de poker télévisés, là, c'est pas la dernière main, parce que les dernières mains de tournoi, c'est plate. Normalement, il y en a un qui va aller, l'autre call, puis ça finit de même, là, c'est un contre un, puis le chip leader, maintenant, il finit par manger l'autre. Dans les dernières mains de tournoi, il n'y en a même pas une que je me souviens tellement c'est boring. Ça, cette main-là, c'est une main charnière dans la table finale. Pour moi, c'est la main qui a fait que je suis devenu chip leader. Quelques minutes après être short stack, je me ramasse dans une main contre le chip leader, où à droite, là, vous voyez des cartes qu'on ne voit pas, ça c'est la main du chip leader, puis à gauche, c'est la main que j'avais, puis j'étais sur le bouton. Ceux qui connaissent le jeu, c'est la meilleure position. Si j'aurais pas été capable de jouer cette main-là de la manière que j'ai joué, sans la position. Il y a la stratégie aussi de risquer, que j'ai expliqué tantôt. Et aussi la stratégie d'être en position, peut être le dernier à parler, avoir l'information de ce que l'autre va faire avant que toi tu décides de ce que tu veux faire. J'aurais jamais gagné cette main-là, la manière que ça s'est déroulé, j'aurais pas eu les mêmes informations, j'aurais pas pu prendre les mêmes décisions en étant en position contre le chip leader. C'est un autre monde complètement, on s'en parlerait même pas aujourd'hui. Fait qu'on va aller en haut, je vais vous expliquer comment ça s'est passé.
Je l'ai vérifié avec le screenshot que j'ai pris du tournoi. Il y avait 82 participants ce soir-là qui ont dépensé 20 $. 20 $ x 82 joueurs, ça donnait une cagnotte de 1640 $. Aussi, dans la même ordre d'idée, chaque joueur, des 82 joueurs, ont commencé le tournoi avec 2000 jetons. Pour un total de jetons dans le tournoi de 164 000 jetons. Ça, on est sûr de ça à 100%. Puis comme dans un tournoi de poker, il n'y a pas de jetons qui disparaissent. Là, il y avait 164 000 jetons. Il restait 5 joueurs. La moyenne de jetons par joueur est 32 800. Ça, on est sûr de ça à 100%. Pour le reste, la grosseur de chaque stack, ça, je m'en souviens plus. Où c'est qu'il était placé chaque stack, je m'en souviens. Moi, je me souviens que cette semaine-là, j'étais dealer. Puis je me souviens que Colonel Mustard était under the gun. Ça, je me rappelle de ça, sûr de ça à 100%. Je me souviens qu'il y avait un petit peu moins que le double de mes jetons. Moi, je me souviens que j'étais à peu près sur la moyenne. Je me suis fié là-dessus. Sur la table, moi, j'ai mis 164 000 jetons. Et on va vous présenter les joueurs, donner des noms fictifs. Il n'y a pas de quoi de mieux que de noms fictifs que les personnages de Clou, du jeu Clou. Le chip leader, le colonel Moutarde, avec un stack, avec un stack de 55 700. Là, à partir de là, c'est plus de la certitude, c'est des évaluations. J'imagine que les stacks étaient à peu près divisés comme ça. Là, je me souviens pas de ça dans les détails. Là, ça fait 10 ans, le tabarnak, puis j'ai pas tout enregistré. Là. Donc voilà, j'ai évalué. Le reste est évalué. Le niveau aussi est évalué. Je ne sais plus c'était quoi les blinds, les NT. Le niveau, on va dire que c'était 1000 pour un big blind, 500 pour un small blind. Puis c'était 100 $ de pisse, 100 $ de NT. On dit ça de même au Québec. Je me souviens que mes chums, on disait t'as-tu pissé? T'as-tu pissé ton 100$? En deuxième position, Mademoiselle Scarlett, avec 40 600 jetons. En troisième position, votre humble serviteur, M. Green. Il y en a qui pensent que c'est à cause de... Ça n'a pas de rapport. Avec 33 900. En quatrième position, Madame Peacock, avec 18 400. Et en cinquième position, et le short stack ultime, le Professeur Plum, avec 15 000. Professeur Plum avec 15 400 jetons. Le colonel Moutarde a décidé de ne pas raiser. Il a décidé de juste caller le big blind. J'ai trouvé ça louche qu'il fasse ça. T'sais, au poker, si tu veux cacher la force de ta main, tout le temps tu fasses les mêmes moves. Si tu décides d'appeler le big blind, il faudrait que tu appelles le big blind tout le temps. Puis c'est pas ça qu'il faisait ce gars-là. Là. Il était chip leader. Là. C'était pas rare qu'il faisait un petit raise pour essayer de voler le big blind puis voler le pot. Puis ça marchait souvent parce que les chip leaders, quand ils faisaient ça à la table finale, le monde sont un peu chicken. Puis là, pouf, ils décident d'appeler. J'ai trouvé ça louche. Là, moi, j'étais pas certain à 100%. Dans mon intuition, j'étais pas certain à 100%. Il y avait même au jeu, mais j'ai commencé à avoir un indice. Que le colonel Moutarde, il avait peut-être une grosse main. Donc là, c'est mon tour à jouer parce que Mme Peacock a décidé de se coucher, de folder sa main. Et là, même moi, je me dis, peut-être que lui, il a une grosse main parce qu'il a juste boité dans le pot, il a juste appelé le big blind. J'ai décidé de faire exactement ce que je fais tout le temps quand je rouvre. Étant big blind, c'est le premier bet. Là, je fais un 2 bet, le 2 bet, puis je vais le minimum. Parce que moi, sur Esport Jeu, en début de tournoi, c'est 3 fois le big blind. Puis dès que le big blind il arrive à 100 jetons, je tombe à 2 fois le big blind, le raise minimum. Risquer le moins possible, souvent ça paye. C'est ma stratégie, le small ball. J'ai appris ça entre autres de Daniel Negreanu, un compatriote canadien. On peut voir que Mademoiselle Scarlett et le Professeur Plum également ont couché leurs mains. Et leurs mises aveugles sont rendues dans le pot principal. Je reviens autour du colonel Moutarde qui décide de relancer le minimum. Puis là, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille qu'il y avait une excellente main. Quand je parle de très très bonne main, là, on parle d'une paire d'as, la paire de roi ou la paire de dame. C'est tout. Moi, ce qui me fait penser ça, c'est qu'il m'a vu être agressif, il m'a vu raiser, puis il savait que j'avais tendance à être agressif. J'ai quand même remonté. Là. Je lui expliquais que j'étais 7e au moment où on était 7. Quand il y en a un qui proposait un tournament deal, j'étais 7e sur 7, là, je suis rendu 3e sur 5. Donc j'ai été agressif pour remonter, j'avais un momentum. Fait que là, il m'a vu jouer agressivement. Quand un joueur a une très grosse main, ce qu'il veut, là, c'est pas aller all-in. Il veut pas vendre sa main. Il veut pas essayer de montrer. Ce qu'il veut, c'est que l'autre joueur y aille all-in.
C'est précisément pour ça qu'il a juste raisé le minimum. Et là, il shakeait à l'idée que je pouvais relancer all-in, être agressif puis y aller all-in. Vous allez voir ce qui s'est passé. Mais non, je ne suis pas allé all-in. Mais j'ai quand même pas couché ma main. Étant donné que c'était tellement pas cher de continuer, j'ai juste appelé. Ça a dit, rendu là, j'ai été voir, je suis persuadé qu'il y a une des trois plus grosses mains. Là. Je suis convaincu que ce gars-là, il a les trois plus grosses mains. Je décide quand même d'aller voir le flop au cas, parce que j'ai quand même deux cartes assorties. Tombe le flop. Valet de pique, 9 de carreau, 2 de pique. Alors je me ramasse avec un tirage à la couleur. Là, c'est venu à son tour à parler parce qu'il était hors position, moi j'avais la position. Instantanément, il est allé all-in. Là, ça confirmait. Là. Même que je commençais à éliminer la paire de dames, je me disais, il y a soit une paire d'as, soit une paire de roi d'attitude. Pour faire ce move-là, il allait all-in comme ça tout de suite en partant. Paf, il s'est dit, j'aurais dû y aller all-in avant. Parce que là, il tombe deux piques, puis je suis sûr que ça l'inquiétait, puis les deux cartes aussi, le valet puis le 9. Là, j'avais le dilemme. J'appelle, je fold, puis bon, il me reste quand même pas si pire d'argent, mais ça fait chier. Je call, là, soit que je pogne un pic ou un miracle, là, 2-8 ou un roi 1-8, puis je bats la grosse paire, dépendamment de ce qu'il y a. Ou je touche à rien, puis je suis éliminé. C'est soit je deviens chip leader, c'est là que j'ai pris la décision en sachant que rendu à ce point-là, ça ne me dérangeait pas d'être éliminé 5e, puis de risquer de peut-être devenir chip leader, puis de finir premier, puis de gagner le tournoi. Là, j'ai décidé de risquer de pogner ma flush, puis j'ai appelé all-in. J'ai appelé, on peut voir que moi, il me reste plus de jetons, tous mes jetons sont dans le milieu, avec une bonne partie des jetons du colonel Moutarde. On peut voir que j'avais vu juste, c'est ça qui fait que je me rappelle de cette main-là, qui était une main charnière, parce que j'avais vu juste. La manière qu'elle a joué le colonel Moutarde, je suis content d'avoir vu juste, d'avoir dit crime. Si il fait semblant de ne pas avoir de jeu, c'est parce qu'il y a une grosse main. Puis là, après ça, il veut que j'y aille all-in. Lui, c'est ce qu'il rêvait d'aller all-in pre-flop avec une paire de one, une paire d'as. Là, tu rêves que ça y aille all-in. Mais tu rêves que ce soit l'autre qui décide. Puis là, j'ai décidé de ne pas y aller. Puis j'avais un flop avantageux. Là, ça se joue. Soit que je pogne des cartes favorables, mais je suis quand même en déficit. Mais pas un si grand déficit parce que j'ai quand même des bonnes chances de pogner un pic. Et roulement de tambour. Bon, je me rappelle pas si c'était le 5 de pique, mais je me souviens que sur le turn, c'est pour ça qu'on a appelé ça pique comme ça, il est tombé un pique miracle, le Miracle Spade on the turn, qui faisait qu'il ne pouvait plus s'en sortir. Le colonel Moutarde, il était impossible pour lui d'avoir plus que 3 pareils, qui ne bat pas une flush. La main était coulée dans le béton. Pa, Monsieur Green, just like that, chip leader. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. Merci beaucoup pour les 50 abonnés, pour ceux qui sont abonnés, ça fait vraiment plaisir. Merci, bonne soirée.